Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Principes généraux. Section 1. Notions de chasse, de gibier et de faune sauvage. 1. La définition de l'acte de chasse. Le Code de l'environnement, art. L420A3, définit le fait de chasse comme un acte personnel et volontaire tendant à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier et ayant pour but ou pour résultat sa capture ou sa mise à mort. Chasser peut donc être indistinctement un acte de recherche ou de poursuite, ou de capture, ou de mise à mort. Il n'est pas nécessaire que le fait de chasse constitue à la fois ou successivement la recherche, la poursuite puis la capture du gibier. Le fait de chasser peut être indistinctement un acte de recherche ou de poursuite ou de capture, pris isolément. C'est aux tribunaux qu'il revient d'apprécier souverainement si les circonstances de fait qui leur sont soumises suffisent à caractériser ou non l'action de chasse. Casse, crime. 15 novembre 1990, Boule. Crime numéro 384, JCP 1991 4 70. A. La recherche du gibier. Rechercher du gibier constitue incontestablement un acte de chasse. La réalité de cet acte découle de l'attitude du chasseur aux aguets, de l'existence d'une battue ou d'une traque de gibier, de l'action des chiens, Técor. Toulon, 8 décembre 1952 Rec. Dalloz 1953 Sommaire page 37. En principe, le port d'une arme de chasse suffit à caractériser le fait de chasse. Mais l'absence d'arme ne permet pas par contre d'exclure a priori la notion d'acte de chasse, car la recherche du gibier peut avoir lieu indépendamment de sa poursuite et de sa capture. Toutefois, selon l'alinéa 2 de l'article L420A3, ne constitue pas un acte de chasse mais un simple acte préparatoire antérieur à la recherche du gibier, le repérage non-arme du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse. Cependant, il a été jugé que le repérage du gibier ne doit pas être tenu pour un simple acte préparatoire d'une action de chasse future, mais doit au contraire être considéré comme l'acte initial et nécessaire de la chasse quand il s'agit de repérer le gîte du gibier grâce à l'emploi d'un chien, casse, crime. 22 novembre 1951 Boule. Crime numéro 317 Rec. Dalloz 1952 page 4 casse, crime. 9 octobre 1984 Boule. Crime numéro 292 Gaz. Pal, 1985 1 Sommaire page 86, ou encore dans le cas d'un repérage de nuit à l'aide d'un projecteur en vue d'une chasse prévue pour le lendemain, casse, crime. 11 octobre 1977 Bonk numéro 17 septembre 1977 Note Gigénie. B. La poursuite du gibier. Tout acte qui tend à suivre soi-même ou à faire suivre par ses chiens un gibier constitue en principe un acte de chasse. Le fait de chasse peut résulter d'une action, telle que le fait de suivre les traces d'un gibier, ou d'une simple abstention, comme le fait de négliger de rappeler ses chiens engagés dans la poursuite d'un gibier, Técor. Toulon, 8 décembre 1952 PRE accent aigu C. Técor. Loi, 18 février 1959 Rec. Dalloz 1959 page 535 Note Monsieur Boucher. Il n'est pas nécessaire que la poursuite du gibier s'inscrive dans le cadre plus général d'une partie de chasse. C'est ainsi le cas de l'automobiliste qui, surprenant un gibier au bord de la route, décide soudainement de se lancer à sa poursuite pour tenter de le capturer. Il suffit qu'il s'agisse d'un acte volontaire aboutissant à poursuivre ou à faire poursuivre du gibier, quelles que soient les circonstances. L'article 420A3 AL, 2 Rédaction loi du 23 février 2005, exclut cependant de la police de la chasse l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leurs propriétaires durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. C'est la capture ou la mise à mort. Constitue un acte de chasse, le fait intentionnel de capturer ou de tuer un gibier, sans qu'il y ait lieu à prendre en considération le mobile réel de l'auteur, Técor. Avesnes-sur-Helpe, 18 février 1959 Rec. Dalloz 1960 Sommaire page 7. L'acte de chasse est réalisé quel que soit le procédé employé, même si pour y parvenir l'auteur n'utilise pas d'instruments ou d'engins traditionnellement destinés à la chasse, Técor. Orléans, 27 février
1957 Rec. Dalloz 1957 Sommaire page 91. Par contre, le fait d'appréhender ou de capturer un animal qui a déjà été tué ou a été accidentellement blessé ne constitue pas un fait de chasse dès lors que sa mort ou ses blessures ne sont pas le résultat d'un fait volontaire imputable à celui qui l'appréhende. C'est ainsi qu'il a été jugé que ne constituait pas un acte de chasse, le fait de rechercher le lendemain d'une partie de chasse, des perdreaux morts abandonnés par des chasseurs, C.A. Rouen, 5 mai 1883 Rec. Dalloz 1884, 5 page 62. En effet, le gibier recherché en vain et abandonné par le chasseur devient res derelicte, c'est-à-dire une chose abandonnée dont quiconque peut légitimement s'emparer. T.G. Mézières, 22 octobre 1965, Rec. Dr. P.E. accent aigu N, 1969 Sommaire page 384 Técor. Orange, 9 février. 1893 Gaz. Pâle, 1893. 1. Page 450. L'article 420 à 3 al. 2 et 3 du Code de l'environnement précise par ailleurs que n'est pas un acte de chasse le fait d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois, de même que la curée, ni non plus le fait pour un conducteur de chien de sang de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. De même, ne sont pas des actes de chasse les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, c'est environ art. L 420 à 3 al 4. D. La chasse maritime. C'est celle qui se pratique, 1 degré sur la mer dans la limite des eaux territoriales, les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant la mer qui se situent en aval de la limite de salure des eaux. 2 degrés, sur le domaine public maritime et qui a pour objet la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. Loi numéro 68 à 918 du 24 octobre 1968, Joe 26 octobre. Rec. Dalloz 1968. Page 302, c'est environ art. L 422 à 28. Les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau non domaniaux, situés à l'aval de la limite de salure des eaux sont contenues dans le décret numéro 75 à 293 du 21 avril 1975, Rec. Dalloz 1975 page 136, modifié par les décrets numéro 87 à 450 du 29 juin 1987, Rec. Dalloz 1987 page 256, et numéro 2005 à 321 du 4 avril 2005, Joe 6 avril. E. L'exclusion de la notion de chasse. À animaux nuisibles et bêtes fauves. Les faits de recherche, de poursuite, de capture ou de mise à mort n'obéissent pas toujours au droit de la chasse. C'est le cas pour la destruction autorisée des animaux classés nuisibles dans un but de protection des activités humaines ou des équilibres biologiques. Casse, 3e CIV, 27 novembre 1979, Boule CIV. 3 numéro 213, ainsi que pour les bêtes fauves portant dommage aux propriétés. B. Enclos de chasse. L'article L424A3 du Code de l'environnement permet aux propriétaires ou aux possesseurs de chasser ou faire chasser en tout temps le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation constituant un enclos, c'est-à-dire entouré d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant le passage de ce gibier et celui de l'homme. Cette exclusion s'explique par le fait que le gibier n'y est plus res nullius, mais du fait de son enfermement dans l'enclos, res propriae, c'est-à-dire un bien susceptible d'une appropriation privée. L'habitation doit s'entendre d'une construction destinée à être habitée de façon suffisamment durable. Les tribunaux apprécient souverainement ces caractères, mais ont toujours adopté des critères stricts, écartant notamment une simple cabane de feuillage ou une hutte de pierre sèche, ou un bâtiment pour la récolte des olives. Casse, crime. 20 juillet. 1883, Rec. Dalloz 1883, 5 page 66. Le terrain attenant à l'habitation est celui qui ne fait qu'un avec elle, sans discontinuité, le tout constituant le domicile du maître des lieux. Ainsi le propriétaire ou possesseur d'un terrain attenant à un autre terrain lui-même attenant à une habitation, mais dont il n'est pas lui-même propriétaire ou possesseur, ne peut bénéficier du privilège de chasse de l'article L424A3.
Le propriétaire doit pouvoir aller dans l'enclos depuis son habitation sans passer par un endroit public, ni même traverser un chemin public, ou par la propriété d'autrui, CA Bordeaux, 4 juillet 1972, JCP 74, 17372. Le tout doit être clôturé, de façon continue, constante et faisant obstacle à toute communication avec les fonds voisins et empêchant le passage du gibier et de l'homme. Il appartient aux tribunaux d'apprécier la hauteur, la solidité et la résistance de la clôture, le fait qu'elle soit suffisamment enterrée, pour vérifier qu'elle est bien en mesure d'interdire l'accès à tout animal soit par-dessus, soit par-dessous. Il a été jugé ainsi que le grillage non enterré et permettant le passage du gibier à qui il suffit de creuser, ne constitue pas la clôture, CAS, crime. 3 mai 1990, Boule. Crime numéro 168, Rec. Dalloz 1991. Sommaire page 62 Ops. G.S. Ibert. Quand ces conditions matérielles très strictes sont remplies, le privilège de l'article L424A3 du Code de l'environnement peut s'appliquer aux propriétaires ou aux possesseurs, c'est-à-dire toute personne ayant le droit d'usage et d'habitation. Ce droit peut cependant être concédé à titre gratuit ou onéreux par l'occupant, et s'il est locataire, avec le consentement du propriétaire. Le droit de l'article L424A3 du Code de l'environnement s'arrête aux strictes limites de l'enclos, et n'autorise ni la poursuite du gibier au-delà, ni de tirer depuis la propriété du gibier se trouvant à l'extérieur. Le privilège de l'article L424A3 n'a pas pour effet cependant d'exclure totalement l'application du droit de la chasse. Il vise essentiellement la possibilité de chasser en tout temps, mais demeure interdit l'emploi d'instruments ou d'engins prohibés, de même que l'usage des armes à feu à proximité d'habitation. Il en est de même pour le transport et le commerce du gibier tué dans l'enclos, qui reste soumis à la législation générale. 3. La classification juridique des animaux. Du point de vue du droit, on distingue entre animaux domestiques et animaux sauvages. Selon une jurisprudence ancienne et constante, sont domestiques les animaux placés sous la main de l'homme qui ne vivent, ne se reproduisent, ne sont nourris et élevés que sous son toit et par ses soins. CAS, crime. 14 mars 1861, Boule, crime numéro 53 CA Amiens, 20 mai 1955, Rec. Dalloz 1955 page 496. Sont apprivoisés les animaux qui, sans être domestiques, vivent cependant soumis à l'homme et dans son entourage. Les animaux en captivité sont ceux qui, vivant à l'état naturel sauvage, se trouvent retenus par l'homme sous sa contrainte. Les autres animaux constituent la faune sauvage soumise à un statut de protection dans son milieu naturel. A. La définition du gibier. Le gibier se définit comme toute espèce animale non domestique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération d'autres critères que celui tiré de la réglementation, notamment celui autrefois usité de la comestibilité ou de la tradition. Toutes les espèces non domestiques et qui ne sont pas classées espèces chassables constituent la faune sauvage, et peuvent relever à ce titre du régime des espèces protégées. En ce qui concerne le gibier d'élevage, il devient juridiquement un animal domestique à partir du moment où il est né et élevé en captivité, bien qu'appartenant à une espèce sauvage. La capture ou la mise à mort de ces animaux au sein de la structure d'élevage ne sont donc pas des actes de chasse. Ils redeviennent par contre du gibier à partir du moment où ils sont relâchés en liberté dans la nature. C'est notamment le cas pour les faisans d'élevage, CA Ami, 23 mars 1984, Gaz. Pal, 30 juin 1984, Noted. Alloz, ou pour des perdrix, CAS. Crime. 18 novembre 2003, numéro 02 87 385 et numéro 0287386 inédit. B. La définition de la faune sauvage. Constitue la faune sauvage tous les animaux qui vivent, se reproduisent et se nourrissent en dehors de toute intervention humaine. Ils n'ont subi aucune sélection de la main de l'homme et sont destinés à vivre dans leur milieu naturel. CAS, crime. 18 juin 1997, Boule. Crime numéro 238, JCP 1997. 4, page 2141.
Le fait que des spécimens naissent ou soient élevés au sein d'un élevage ne leur fait perdre en aucun cas leur statut d'espèce protégée qui ne dépend que de leur seule classification zoologique, CAS, crime. 22 février 2005, Boule. Crime numéro 69. Section 2. Particularité du régime des infractions. 1. Règles de procédure. A. La constatation des infractions. 1. Infraction à la police de la chasse. A. Agent compétent. Sont habilités en vertu de l'article L428 à 20 du Code de l'environnement à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, 1 degré les agents de l'État, 2L', Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts, ceux du domaine de Chambord et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, 2 degrés les gardes champêtres, 3 degrés les lieutenants de louveterie. Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient, c'est environ art. L428 à 21. Sont également compétents les agents des contributions indirectes, mais seulement pour la recherche et la constatation des infractions aux articles L424 à 8 et L424 à 12 du Code de l'environnement relatifs à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du gibier. Sont en outre compétents les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés pour la protection de la faune sauvage par le ministre chargé de l'environnement, et qui peuvent en outre être commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse commises dans les réserves naturelles, les agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, des inspections sanitaires, de protection des animaux et végétaux, les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, les agents du Conseil supérieur de la pêche, les agents compétents en matière de chasse et de pêche maritime et de police du domaine maritime et fluvial. B. Compétences générales. Ont une compétence générale les gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents forestiers, préposés des eaux et forêts, agents techniques et ingénieurs de l'Office national des forêts et du domaine de Chambord, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, les lieutenants de louveterie, les gardes champêtres. Tous ces agents ont compétence pour rechercher et constater toutes les infractions à la police de la chasse commises dans le ressort de leur circonscription. C. Compétences limitées. N'ont qu'une compétence limitée les agents spécialement commissionnés pour la constatation des infractions dans des lieux géographiquement limités et déterminés, les parcs nationaux, les réserves naturelles. En matière de chasse maritime, les agents habilités n'ont compétence que dans la zone de chasse maritime. Ont en outre une compétence strictement limitée, les gardes particuliers qui sont des agents recrutés par un particulier pour la surveillance de ses propriétés. Leur compétence se limite au territoire pour lequel ils sont commissionnés, et en dehors duquel leurs procès-verbaux seraient nuls. 2. Infraction à la police de la protection de la faune sauvage. A. Infraction aux règles de préservation du patrimoine biologique et des espèces protégées. Selon les articles L415A1 et L415A3 du Code de l'environnement, les infractions aux articles L411A1 à L411A3 relatives à la préservation du patrimoine biologique, à l'article L412A1 visant la détention ou cession des espèces animales sur autorisation, et aux articles L413A2 à L413A5 concernant les établissements détenant des espèces non domestiques, peuvent être constatés, outre les officiers et agents de police judiciaire par 1 degré les agents des douanes commissionnés, 2 degrés les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, et qui peuvent en outre être commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles. 3 degrés, les agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche,
d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés. 4 degrés, les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche. Quand ces infractions sont commises sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents sont ceux habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales, c'est environ art. L 415-1 à 5 degrés. B. Infraction dans les réserves naturelles. Selon l'article L 332 à 20 du Code de l'environnement, sont habilités à constater les infractions, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, 1 degré les agents des douanes commissionnés, 2 degrés les agents commissionnés à cet effet par L'. Autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles, v. c'est environ art. R 242 à 67. 3 degrés les agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés. 4 degrés les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche. 4 degrés bis, les gardes champêtres. 5 degrés, lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. C. Infractions dans les parcs nationaux. Sont compétents les agents commissionnés par l'autorité administrative pour la surveillance et la protection du parc national, c'est environ art. L 331 à 18. Ont également compétence pour les infractions commises dans les parcs nationaux, les agents habilités en matière forestière, de chasse et de pêche, c'est environ art. L 331 à 20. Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs, les infractions au règlement pris pour la protection de cette zone. Dans le cas où l'infraction à la police de la chasse constitue également une infraction à la conservation de la faune sauvage, la constatation de cette dernière infraction peut valablement être faite par ces agents, hypothèse assez courante en pratique, comme par exemple, la constatation d'une infraction de chasse en temps prohibé ou avec des instruments prohibés, et de la capture ou la destruction d'une espèce protégée. B. Les procès-verbaux. 1. Rédaction des procès-verbaux. Ils ne sont soumis matériellement à aucune forme particulière, et peuvent être rédigés sur papier libre, ou sur les formulaires dont disposent les agents de l'État. Ils doivent comporter des éléments d'identification de l'agent verbalisateur suffisants pour que puisse être vérifiée sa qualité et sa compétence. Les procès-verbaux doivent contenir un exposé relatif à la constatation des faits, qui doit comprendre de façon objective des indications très précises de temps et de lieu, se rapportant également à la situation juridique, tels que les jours ou heures de fermeture de la chasse, le temps de neige, la nuit, la nature du territoire, etc. Ils doivent décrire le plus précisément possible le comportement des auteurs, les actes constatés et les moyens utilisés pour les commettre. Après avoir relaté l'interception de l'auteur, l'agent doit énoncer son identité au vu des documents qui lui sont présentés et dont il mentionne les références, notamment du permis de chasser. Il peut librement procéder sur le champ à l'audition de l'auteur en indiquant les questions et les réponses prises sur son carnet de déclaration signé par l'auteur. Sans que cette formalité ne soit une obligation, l'agent déclare à l'auteur les infractions relevées à son encontre ainsi que les textes applicables. Toutefois, l'erreur sur la qualification pénale n'a aucune incidence sur la régularité du procès-verbal, puisqu'il ne s'agit pas d'une obligation. Le cas échéant, l'agent mentionne les saisies effectuées avec une description très précise. Le procès-verbal est ensuite clôturé et signé par l'agent,
avec indication de l'heure exacte de sa clôture. 2. Transmission des procès-verbaux. Tous les procès-verbaux constatant des infractions de chasse ou à la protection de la faune sauvage sont destinés au procureur de la République à qui ils sont directement transmis, c'est environ art. L428A25 et L415A1. Cette transmission est toujours directe sauf pour les infractions de chasse en forêt soumises au régime forestier pour lesquelles les procès-verbaux sont transmis par voie hiérarchique au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.